Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Topo RH. Aujourd'hui, nous allons parler de culture d'entreprise et de sentiment d'appartenance. Dans un monde du travail en perpétuelle évolution, l'adhésion à une culture d'entreprise semble être une des clés de la pérennité de la collaboration. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Martin, qui est responsable du développement des talents au sein du groupe SMCP. Vous écoutez Topo RH, le podcast qui décrypte les décisions RH pour élever le potentiel humain dans les entreprises. Je suis Namia Ben-Mansour-Herpin, consultante et coach. J'accompagne les entreprises dans le développement de leurs talents. Dans ce podcast qui est proposé par Cégide, j'aurai le plaisir de recevoir dans chaque épisode un acteur de la population RH pour décrypter ensemble une de ses actions phares et échanger sur les thématiques clés du secteur. Vincent, bonjour. Bonjour. Nos auditeurs ne connaissent peut-être pas le groupe SMCP, mais connaissent forcément une des marques qui le composent, Sandro, Mage, Claudie Pierlot de Fursac. SMCP, c'est un des acteurs majeurs dans ce secteur. Aujourd'hui, vous avez 6800 collaborateurs Tout à fait. Qui sont répartis dans 47 pays. Oui. Et plus de 1730 points de vente. Exactement, on a un gros réseau vraiment international en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Donc, une progression importante. Depuis combien de temps le groupe existe ? Le groupe a été fondé dans les années 90. Il y a vraiment une histoire familiale à travers ce groupe. Donc, je reparlerai probablement justement cet aspect culturel qui va venir le nourrir. Cette histoire familiale va vraiment venir nourrir la culture et les valeurs du groupe SMCP. Alors oui, c'est vrai que l'histoire du groupe, la dimension multimarque, multisite et votre histoire personnelle avec le groupe m'ont donné envie de recevoir à ce micro. Alors Vincent, qu'est-ce qui vous a donné, il y a environ 4 ans, donné envie de rejoindre ce groupe ? Alors moi, je suis vraiment quelqu'un qui suis passionné des ressources humaines. J'ai fait tout mon cursus dans ce domaine-là. D'abord sur le poste opérationnel, puis je suis parti plusieurs années dans le conseil. Et au cours de cette expérience, j'ai vraiment pu travailler pour des entreprises avec des cultures et des valeurs très diverses, dans des domaines d'activité également très divers. Et c'est à cette occasion-là, de mon expérience dans le conseil que j'ai eu le plaisir de travailler pour le groupe SMCP. Le domaine du retail n'était pas un domaine que je connaissais avant de faire du conseil et c'est un domaine que je trouvais vraiment passionnant en faisant une mission pour le groupe dès 2019. Et c'est par ce biais que j'ai été amené à rejoindre le groupe en 2021, vraiment avec la conviction de rejoindre un groupe qui avait une culture et des valeurs qui me correspondaient. Et alors justement, qu'est-ce qui vous a interpellé dans la culture d'entreprise ? Alors dans la culture d'entreprise du groupe SMCP, je trouve qu'il y a des valeurs qui sont présentées, qui sont dites, qui s'incarnent vraiment au quotidien. C'est un groupe qui a un esprit entrepreneurial et d'innovation assez fort, qui a une organisation qui est assez resserrée, donc une ligne managériale assez courte, qui permet d'avoir des décisions rapides et un champ de responsabilité, un domaine d'action qui est quand même assez large, et c'est ce que je recherchais à ce moment-là. Merci pour cette précision. C'est intéressant de savoir que vous avez vécu en tant que partenaire externe le groupe avant de les rejoindre. Alors, en tant que responsable aujourd'hui de développement des talents, vous nous raconterez tout à l'heure un petit peu votre parcours au sein du groupe. Mais aujourd'hui, en tant que responsable de développement des talents du groupe, quelle action vous semble être celle qui contribue le plus finalement à développer cette culture de groupe ? Donc, je peux vous parler d'une action qui m'est chère, qui est le hackathon. Le hackathon, à la base, c'est un concept qui vient du domaine des technologies, de la tech, où on enfermait un petit peu des ingénieurs, des techniciens informatiques pendant 24 heures, 48 heures dans les locaux pour leur demander de développer une application, un projet. Donc, SMCP a repris cette idée dès 2021 pour travailler sur des sujets innovants et importants pour le groupe. Donc, on a eu une première édition en 2021, quelques semaines après mon arrivée dans le groupe. Et j'ai eu le plaisir d'y participer en tant que participant au hackathon. Donc, c'était vraiment, justement, ça a incarné ces valeurs d'innovation et de créativité. Et, ça me confirmait que j'avais rejoint le bon groupe. Votre intuition était bonne. Exactement. Et donc, j'ai eu très rapidement la confirmation, même si je n'avais pas beaucoup de doutes. Et on a une édition là beaucoup plus récemment, en novembre 2024, donc la seconde édition du hackathon. Donc chez SMCP, le hackathon, on va venir faire appel au volontariat dans nos collaborateurs.
pour avoir une quarantaine de volontaires de nos différentes business units, donc de chez Sandro, Maj, Claudie Pierlot, Fursac, mais également de nos services partagés, Global Services. Et ces collaborateurs, on va les tenir dans le suspense jusqu'au dernier moment, parce qu'on va leur demander de se libérer pendant 2 jours. Et le premier jour, la première heure de la première journée, on va donc leur annoncer avec qui ils vont travailler. Et bien entendu, on fait les choses bien, donc on mixe énormément les équipes pour pas qu'ils soit avec des personnes dont ils ont l'habitude, qu'ils connaissent, des personnes d'autres marques, d'autres métiers que le leur. Et on va également leur révéler un sujet sur lequel on va leur demander de réfléchir pendant 48 heures. Donc, il y a une thématique qui est proposée à ces personnes qui se sont inscrites et qui ne savent pas avec quelles personnes elles vont travailler, sur quel sujet. Et c'est là où, de ce que j'entends de l'exemple que vous citez, toutes les marques sont mises à contribution et vous avez un effet groupe finalement, puisque le quotidien se passe au sein des marques. Exactement, on cherche vraiment à avoir une approche qui répond à une de nos valeurs, qui est le global mindset. Donc vraiment faire réfléchir tout le monde, quel que soit son métier, quelle que soit la marque dans laquelle il travaille, la business unit dans laquelle il travaille. C'est une problématique qui est commune et qui est importante pour le groupe. Donc cette problématique, elle est validée avec la direction générale, mais elle est tenue très secrète. Seconde édition, il n'y avait que 5 personnes dans tout le groupe qui connaissaient la problématique. Elle est vraiment révélée le premier jour et on leur demande donc de proposer une réponse à cette problématique. D'y réfléchir pendant 48 heures. Et à l'issue de ces 48 heures, ils doivent pitcher pendant 10 minutes devant un public et devant un public interne et devant un jury qui est composé de directeurs et directrices qui sont également représentatifs de nos métiers et de nos marques, qui est présidé ce jury par la directrice générale du groupe. Et on a également le COMEX qui remet un prix coup de cœur. Donc, vous voyez, pour moi qui arrivais dans le groupe en 2021, en quelques jours, en quelques semaines, j'étais amené à parler devant la directrice générale, à avoir tout le COMEX en face de moi, à écouter en fait finalement les idées que moi et les autres collaborateurs apportions sur une problématique qui est toujours choisie pour être stratégique pour le groupe. Et là, il y a un cadre de réflexion, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un budget qui est donné, est-ce qu'il y a des critères, parce que j'ai envie de dire que le champ des possibles est quand même important. Oui, alors tout à fait, on essaye pas d'aiguiller, je dirais, parce que le but c'est d'avoir des choses qui sont innovantes et auxquelles on n'aurait pas pensé nous organisateurs. Mais on va donner aux participants de l'information sur le groupe qui vont venir nourrir la réflexion, des benchmarks également. On va faire tout ce travail un petit peu préparatoire, mais le but, c'est de leur donner et après de plus du tout influencer la réflexion pour justement avoir des choses qui sortent de l'ordinaire, à la fois sur le fond, mais également sur la forme, puisque les pitchs, on les invite également à avoir des pitchs les plus innovants possibles. D'accord. Et là, ça concerne combien de collaborateurs, un hackathon global? Oui, alors dans l'édition 2024, on avait une quarantaine de collaborateurs répartis en 6 équipes. Pour l'instant, pour des raisons logistiques, c'est sur le périmètre parisien où il y a nos sièges historiques et une majorité de nos collaborateurs, mais on a bon espoir d'arriver à également le globaliser sur un scope Asie et North America, pour vraiment quelque chose à un niveau groupe. Ouais. Alors, vous avez une expérience par ailleurs dans d'autres univers comme le conseil et autres. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans cette expérience d'hackathon par rapport à ce que vous avez connu précédemment ? Moi, ce qui m'a particulièrement marqué, vraiment d'un point de vue personnel, c'est par rapport à ce que j'avais connu. Donc, quand on fait du conseil, on travaille pour des grosses entreprises, dans des secteurs industriels, des entreprises du CAC 40, etc. Et sur le fait que par le hackathon SMCP étant une société internationale également, j'ai pu échanger avec des membres du COMEX et avoir accès très facilement à ces personnes, les sentir à l'écoute des propositions des collaborateurs, de nos propositions, de mes propositions, alors que je venais juste d'intégrer le groupe. Et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que j'avais pu connaître dans d'autres entreprises, avec beaucoup de strates hiérarchiques entre les collaborateurs et les dirigeants. Et ça, j'ai trouvé que ça incarnait tout de suite les valeurs du groupe. Et pour moi, en tout cas, ça faisait écho à une recherche justement de proximité, à une recherche du fait que ce qui était proposé par les collaborateurs était entendu et pouvait être mis en place. Et c'était vraiment ce que je recherchais en rejoignant un groupe comme SMCP.
Merci pour ce retour d'expérience. On perçoit au travers de votre réponse ce qui vous a, en tout cas, motivé à rejoindre le groupe, avec cette ambition de pouvoir contribuer à développer les talents au sein du groupe et avoir vraiment un périmètre d'action. Merci encore. Alors, quels ont été les résultats concrets de ce hackathon? Parce que vous en avez vécu deux, un en tant que participant et un autre en tant que pilote, puisque aujourd'hui, ça fait partie des sujets que vous pilotez, il me semble, au sein de l'organisation. Tout à fait, donc j'ai co-organisé cette seconde édition. Le hackathon, initialement, on avait choisi de ne pas l'organiser forcément tous les ans, justement pour garder une possibilité de réfléchir à la matière récoltée et à mettre en place quelque chose. Donc, pas juste faire des hackathons pour faire des hackathons et que rien ne se passe derrière. Le premier hackathon était sur la thématique, c'était comment susciter la vocation dans le retail face aux enjeux RSE. Donc, une thématique d'actualité, d'autant plus en 2021. Cette thématique a permis la création d'une école interne qu'on a appelée le Retail Lab, où en fait, une des idées qui avait été proposée, qui a été gagnante dans le hackathon, c'est de créer un parcours de formation en interne et aller chercher un public qui n'avait pas de vocation pour le retail initialement, un public plutôt éloigné de l'emploi, un public qui ne connaît pas le retail, et justement les accompagner sur un parcours certifié en alternance, sur un métier de conseiller de vente avec des écoles partenaires, mais également avec des masterclass animés par SMCP et des collaborateurs SMCP. Donc sur le premier hackathon, on a eu un résultat très concret de création de cette école en interne. Et là, on va lancer la 3e promotion de cette école en interne. Donc vraiment quelque chose de très concret, dont on est très fiers et de très visible également. Et alors, par rapport à cette école, si on pousse un petit peu le sujet plus loin, c'est-à-dire que le résultat concret, c'est la création de cette école, combien de personnes sont sorties diplômées, certifiées de cette école et travaillent aujourd'hui au sein de votre groupe? On a plusieurs dizaines de personnes qui sont passées par cette formation. Et donc, le but, c'est vraiment d'arriver à former les collaborateurs, à leur proposer potentiellement un CDI derrière. Et hier encore, j'étais dans une boutique Mage où il y avait une personne qui passait par cette école et qui fait partie maintenant des équipes et qu'on a grand plaisir à voir grandir au sein du groupe. Alors, comment est-ce qu'on peut passer de l'idée à la réalisation? Parce que j'imagine que créer une école, ça demande quand même des moyens, des ressources, à la fois des ressources humaines et financières. Comment est-ce que vous avez réussi à passer de la proposition et de l'idée à la concrétisation en peu de temps, puisque vous évoquez déjà une 3e édition? Exactement, ça allait assez vite. Alors, il faut savoir, c'est une très bonne question, que au début du hackathon, on précise bien que ce que vont proposer les collaborateurs va être très important, va être entendu par le COMEX, la direction générale, etc. Mais ne sera pas engageant. C'est pas parce qu'on fait gagner un projet qu'on va le mettre en application exactement tel quel, sans le challenger. C'est une réflexion qui est plutôt à chaud, en 48 heures, avec des choses qui sont quand même déjà très abouties. Voilà, on se donne la possibilité de digérer un petit peu ça et de le retravailler en chambre. D'autant plus que les participants au hackathon, comme les membres du jury du hackathon, ne sont pas forcément des experts sur cette problématique. C'est tout le but d'avoir des idées qui ne viennent pas des services, que des services qui sont concernés. Donc, en l'occurrence, pour prendre l'exemple du premier hackathon, sur comment susciter la vocation, post-événement, on a vraiment créé un groupe de travail. Donc, cette fois en impliquant les experts, notamment RH, concernés par la solution. On a proposé également aux gagnants et aux autres équipes qui avaient participé au hackathon de faire partie de ce groupe de travail pour continuer à travailler sur la réflexion. Moi, j'avais participé au premier hackathon, j'ai fait partie du groupe de travail sur la base du volontariat. Et donc, on a retravaillé ça en chambre pour aboutir sur cette première promotion qu'on a bien sûr affiné après, 2e promotion, 3e promotion, on réaffine un petit peu au fur et à mesure. Mais le but, voilà, c'est vraiment de récolter beaucoup de matière. Et c'est pas parce qu'une équipe n'a pas gagné que ce qu'elle a proposé ne va pas être utilisé ou ne va pas être intégré à un projet plus global. D'accord, donc il y a des équipes il y a une équipe gagnante, mais après les idées sont exploitées par le comité de direction et l'entreprise, de ce que j'entends. Alors, la 2e édition, vous pouvez nous parler de oui, complètement. de l'idée. Alors, peut-être pas de l'équipe qui a gagné, parce qu'on est en train de justement de digérer ça, et puis c'est très récent, c'était en novembre, mais la 2e édition était centrée sur la raison d'être, trouver une raison d'être inspirante pour le groupe dans son ensemble. Donc on est complètement dans la thématique. Donc bien entendu, on a des causes qui nous sont chères, une culture d'entreprise qui nous est chère et assez forte, mais ça nous semblait intéressant de le retravailler avec nos collaborateurs et que typiquement ça vienne de nos collaborateurs, qu'on ait des propositions qui viennent de nos collaborateurs.
trouver une raison d'être, pitcher une raison d'être, quelque chose qui soit assez catchy, mais également proposer des actions qui l'incarnent en interne et en externe pour qu'il y ait quelque chose de concret et que les collaborateurs puissent également illustrer ce qu'ils vont proposer. Donc, quelque chose qui, je pense, est très actuel, quelque chose qui a complètement du sens d'être réfléchi dans le cadre d'un hackathon avec du multiservice, du multimarque. Et puis, le hackathon, c'est également un levier très intéressant pour sponsoriser une idée en interne, puisque du coup, c'est la directrice générale qui va remettre le prix gagnant. On a tout le COMEX également qui donne son coup de cœur. Donc, ça embarque tout le groupe dans une direction et c'est d'autant plus facile après de faire avancer un sujet, une réflexion. Merci pour ces précisions. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a préparé ce podcast, il y a tellement de choses à dire autour du groupe parce que vous êtes quand même, il y a une histoire de groupe qui n'est pas, on va dire, commune. Donc, je vais vous laisser en parler quelques instants et ensuite faire le lien avec l'enjeu de créer une culture de groupe quand on vient de marques différentes avec une histoire différente. Oui, complètement. J'aurais dû commencer par là, mais en effet, on a une culture de groupe extrêmement importante et naturelle, je dirais native, chez SMCP, puisque c'est un groupe qui est familial. Sandro a été fondé par Evelyne, une entrepreneure passionnée, qui a vraiment monté sa marque from scratch. Et Evelyne a embarqué dans cette aventure sa sœur Judith, qui s'est ensuite émancipée pour créer Mage. On a également Ilan, le fils d'Evelyne, qui a rejoint sa mère chez Sandro pour créer la marque Sandro Homme. Et puis, on a également cette histoire en fil rouge sur les autres marques, puisque Claudie Pierlot, c'était une femme libre, émancipée dans son temps, et qui a subi la maladie assez jeune, et qui a voulu se rapprocher des sœurs Evelyne et Judith pour léguer sa marque, quelque part, à des personnes qui avaient la même vision qu'elle sur la femme, la féminité, la liberté. Et donc, il y a eu vraiment une conviction dans la reprise de la marque Claudie Pierlot par le groupe. Et c'est comme ça qu'est né le groupe SMCP, qui est l'initiale de Sandro, Mage et Claudie Pierlot. Et puis, Fursac, le rachat est venu un petit peu plus tard, en 2019, soit une logique de diversification, mais également avec un œil mode très fort. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important de le dire, parce qu'une culture d'entreprise, en fait, dans ma conviction, ça ne s'invente pas from scratch, ça doit puiser ses sources dans des racines d'entreprise qui s'incarnent, et on a la chance chez SMCP d'avoir cette histoire familiale, ce global mindset dont je vous parlais qui s'incarne, parce que les sœurs sont assez proches, on a une famille qui est toujours présente et qui se serre toujours les coudes. Et donc, c'est très important de s'appuyer sur ça pour après faire vivre la culture d'entreprise et les valeurs. Oui, et ce que vous évoquez de la culture d'entreprise liée à la famille et liée à la création de ce groupe et de ces entités, notamment des entités qui sont sur un secteur et un marché similaires, qui pourraient être considérées comme des marques en compétition, entre guillemets, sur le même marché. Exactement. Là, on a vraiment, vous avez complètement raison, on a deux leviers. On a un positionnement en termes de prix, de qualité qui est assez similaire entre nos marques, entre Sandro, Mage, Claudie Pierlot et Fursac, avec des produits qui peuvent être différents. Fursac, que de l'homme. Sandro, on a un peu d'homme également, là où chez Mage et Claudie Pierlot, c'est exclusivement de la femme. Mais il peut y avoir des similarités, en tout cas de positionnement. On le voit également, je suppose que vous l'avez peut-être remarqué, mais quand vous avez une boutique Sandro, vous n'avez pas très loin une boutique Mage, pas très loin souvent une boutique Claudie Pierlot. Donc voilà, en termes d'implantation également, on a une approche qui est similaire. C'est pas exactement le même positionnement en termes de produits. Sandro va être un petit peu plus urbain, Mage plus axé sur la féminité, etc. Donc on a des petites différences, mais en effet un positionnement assez proche. On travaille les identités de marque qu'on considère distinctes. On considère pas forcément qu'une cliente Sandro va être une cliente Mage ou une cliente Claudie Pierlot. Donc ça, c'est assez intéressant de travailler les différentes approches. Et puis, globalement, dans le retail, on a aussi une culture du challenge. Donc, moi, en tout cas, personnellement, je considère que c'est très stimulant et positif. Et vis-à-vis de mon poste, c'est également très stimulant de travailler avec ces différentes maisons. Parce qu'on sent vraiment le challenge qui va prendre place dans les différents processus RH ou autres.
entre les différentes maisons. Voilà, toutes les maisons visent l'excellence. Et donc, ça va créer de l'émulation. Et c'est comme ça qu'on atteint également des très bons résultats. Et c'est aussi pour ça que dans le hackathon, on a une équipe gagnante. Donc, toujours dans ce but de challenge, de dire, bah oui, c'est un événement qui est fédérateur, qui est génial, mais à la fin, il y aura une équipe qui sera distinguée par la directrice générale et le jury du hackathon. Donc voilà, donnez tout et challengez-vous. Donc, ça fait partie de la culture d'entreprise également. Exactement, c'est partie de la culture d'entreprise. Je pense que c'est quelque chose qui est assez inhérent au retail de façon globale, mais qui est travaillé, et je trouve travaillé de façon assez positive et chez SMCP. Et c'est ce qui m'avait également beaucoup plu dans ces marques, c'est que on sent pas c'est assez fluide entre les maisons, mais on sent que tout le monde va donner le meilleur pour se dépasser, avoir les meilleurs résultats du groupe, et c'est comme ça qu'on va viser l'excellence. Alors, vous avez évoqué la source d'une culture d'entreprise, qui effectivement souvent, on va dire, définie par la personnalité ou les profils des dirigeants. Oui. Je vois que le groupe ne fait pas exception à la règle et qu'on retrouve effectivement cette dimension entrepreneuriale, d'innovation, de challenge et d'ambition, de développement probablement qui a nourri la création de ces marques. Alors, on va continuer à parler de la culture d'entreprise. Juste avant, je voulais vous proposer d'écouter une question qui est pour vous, Vincent, et une question qui est, comme je l'ai précisé en introduction, le podcast est possible grâce au soutien de Cegid, qui est spécialiste des solutions cloud pour la gestion des ressources humaines. Et donc, je vous propose d'ouvrir le micro à Myriam Etier, qui est donc responsable marketing produit chez Cegid HR et qui a une question pour vous, Vincent. Avec plaisir. Bonjour, Myriam Etier, responsable marketing produit de la gamme Cegid HR. Alors moi, j'ai une question. Que vous apporte aujourd'hui votre expérience de responsable SIRH en tant que responsable de développement des talents ? Merci Myriam pour cette question très intéressante et du coup qui fait vraiment appel à mes convictions personnelles. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller vers les CRH au cours de ma carrière après plus de 7 ans dans de l'opérationnel et je trouve que vraiment les deux se nourrissent l'un et l'autre. Les SIRH sur l'aspect data, gestion de projet, donc le déploiement de nouveaux outils et ça va vraiment venir soutenir le développement des talents. Moi je suis quelqu'un qui suis très pragmatique et qui va vraiment me référer à des choses concrètes. Et typiquement, quand je vais travailler un nouveau processus talent, je vais me référer à des outils, à de la data, à des KPI, à essayer de définir quels vont être les facteurs clés de succès. Et du coup, vraiment à m'appuyer sur ces outils. Du coup, mon expérience SIRH, de par ma connaissance et mon appétence, justement, que j'ai pu développer pour la data et les outils, va beaucoup m'aider aujourd'hui dans ma gestion des talents. Vous estimez que vous avez une approche du développement des talents qui a évolué de par cette expérience justement des SIRH et donc une approche des outils très différente, j'imagine. Oui, complètement. Je pense que les RH, de façon globale, ont fortement évolué dans les dernières années vis-à-vis de la technologie. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et du coup, je trouve que cette double casquette, cette forte appétence, en tout cas pour les SIRH et la data que j'ai eu le plaisir de développer précédemment, me permet d'être d'autant plus pertinent dans mon approche du développement des talents, justement pour aller chercher les bons outils, aller chercher les bonnes technologies pour répondre à des défis qui sont très pragmatiques. Donc, moi, j'ai une approche qui est pas forcément de déployer des choses pour me faire plaisir à moi ou avoir l'outil le plus technologique possible, de l'intelligence absolument partout dans nos outils, mais réfléchir vraiment à des choses qui vont servir le business avant tout, parce que on réfléchit toujours avec une approche business. Qu'est-ce que vont avoir besoin nos boutiques, comment on va pouvoir soutenir notre force de vente. Et du coup, d'avoir cette appétence SIRH, je pense, va me rendre d'autant plus pertinent quand je vais déployer une politique talent, quand je vais déployer mes entretiens annuels sur la base d'un outil. Voilà, comment optimiser ça pour que ça soit le plus fluide, le plus digeste possible pour nos collaborateurs. Et vous avez une action ou une mission que vous menez actuellement et qui illustrerait ce que vous évoquez, le lien entre la data et le développement des talents ? Oui, aujourd'hui, on monte fortement sur des enquêtes internes, notamment parce que je suis également convaincu que la donnée, elle existe toujours. Il faut aller la chercher, de façon efficace. Il faut également l'analyser de façon efficace. Donc, on travaille beaucoup en ce moment sur monter en puissance sur tous ces aspects de enquête interne, de pulse auprès de nos collaborateurs,
pour récolter leur feedback. Et finalement, on s'aperçoit que les solutions, elles sont souvent déjà là et il faut aller les chercher. Et les solutions, sur le même principe du hackathon, sont complètement légitimes à venir du terrain, plus qu'à venir de moi personnellement, Vincent Martin, sur ma conviction à qu'est-ce qui va être efficace pour développer un vendeur dans une boutique. Autant demander au vendeur directement dans la boutique comment il veut être accompagné. Et là, vous avez une solution de recueil des feedbacks, c'est ça, si je comprends Oui, bien? on est en train de développer des solutions de recueil du feedback, d'analyse également de ce feedback, parce que voilà, toujours dans mon approche SIRH, c'est très bien de poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait de la donnée de la donnée derrière. Donc ça, on est en train de le développer, de le mettre en place, toujours dans une approche de global mindset, donc vraiment les mêmes questions, pas forcément aux mêmes populations, mais partout dans le monde. Ne pas aller interroger juste la France, juste un pays. Et puis les actions concrètes également qu'on peut mettre derrière. Donc toujours une approche pragmatique de dès qu'on a des informations, qu'est-ce qu'on peut faire derrière en rebond pour mettre en place des actions de formation, de développement complètement appropriées à ces actions. Alors, Vincent, en s'appuyant sur votre propre parcours et votre expertise métier, qu'est-ce qui fait, d'après vous, que le sujet de l'adhésion à une culture d'entreprise est aujourd'hui un élément clé ? Alors, je pense que c'est un élément clé sur l'attractivité de l'entreprise vis-à-vis des candidats. Je pense que, comme moi, je l'ai été, les candidats sont très sensibles à la culture et aux valeurs d'une entreprise qu'ils vont rejoindre. Et comme on en a parlé, je suis vraiment convaincu qu'une culture et une valeur d'entreprise, des valeurs d'entreprise, je dirais, on peut les mettre en avant par du marketing RH, mais si ça s'incarne pas au quotidien, si ça prend pas racine profondément et si c'est pas incarné par la direction, ça sera pas efficace. Donc, je pense que les candidats sont de plus en plus attentifs à cela, et notamment dans le retail, qui est un secteur qui, depuis le Covid, est très challengé vis-à-vis du recrutement. On peut dire que, excusez-moi, je vous coupe, mais que le secteur du retail vit quand même quelques années difficiles avec une vraie remise en question du modèle et des résultats qui suivent, on va dire, cette tendance. Le secteur du retail, en effet, est dans une période charnière avec beaucoup de challenges. C'est vrai qu'en plus que nous dans les candidats qu'on va recruter, on cherche également une appétence, une envie, une passion pour le produit. Et donc ça, pour attirer les bons candidats, cette culture et ces valeurs d'entreprise vont vraiment être des leviers importants. Et vous avez raison, on remarque vraiment post-Covid, je dirais, les métiers du retail sont quand même des métiers qui sont assez exigeants. Vous êtes debout une bonne partie de la journée, vous travaillez le week-end, vous avez des horaires qui sont pas toujours évidente, même si on s'adapte. Donc, en effet, c'est d'autant plus un secteur où on va travailler cette attractivité et cette culture d'entreprise pour attirer des talents. Et puis, le deuxième levier, c'est pour retenir également nos talents en interne. C'est vrai que on voit que cette importance de la culture et de se retrouver dans les valeurs de l'entreprise est de plus en plus prégnante chez SMCP, mais je pense dans la majorité des entreprises. Et justement, dans nos enquêtes internes, aujourd'hui, c'est quelque chose qui remonte comme une des forces du groupe SMCP, la fierté des marques et des produits, également le fait que les collaborateurs trouvent qu'on est cohérent dans nos valeurs et se retrouvent dans nos valeurs. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous de travailler. Alors, vous accumulez les challenges entre la dimension multimarque et la dimension multisite. Qu'est-ce qui, en matière de développement des talents, est le plus complexe à piloter ? Oui, alors il y a beaucoup de complexité dans cela, parce qu'on en a parlé, mais du coup, les marques sont différentes. Elles ont aussi beaucoup de choses en commun, mais il faut développer ce qui est en commun sans gommer l'identité des marques et garder ce côté un petit peu challengeant entre les marques. Et puis, on a également un aspect international avec des cultures qui sont très différentes en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, donc qui viennent également nous challenger sur ça. Nous, on travaille vraiment sur cette colonne vertébrale de cultures et de valeurs qui sont communes partout. On ne va pas définir une culture spécifique à une zone géographique.
ou à une marque, même si chaque marque a son identité qui est propre, des valeurs qui lui sont aussi spécifiques. On va vraiment travailler, en tout cas à mon niveau, cette colonne vertébrale pour qu'elle soit la plus lisible possible, qu'on l'incarne également à travers d'actions comme le hackathon, pour que les collaborateurs aient vraiment ce référentiel et puissent vivre également cette culture et ces valeurs dans des actions concrètes. Merci pour ce retour. Concernant la culture d'entreprise, on en parlait tout à l'heure, on se disait que c'était effectivement probablement un des éléments clés, une période particulière pour le monde du travail, qui a connu quand même des grosses révolutions et qui connaît aujourd'hui quand même une dimension, enfin il y a une incertitude avec laquelle il faut composer. J'en reviens à ce sentiment d'appartenance. Il répond à quelle problématique fondamentalement, vous pensez ? Aujourd'hui, je pense que les personnes dans le monde du travail, les collaborateurs, ont besoin de sentir une utilité dans ce qu'ils font, ont besoin de sentir un impact de leur travail sur leur entreprise, mais également sur la société. Nous, on le voit énormément dans le secteur du retail avec les enjeux RSE. C'est quelque chose qu'on travaille énormément aussi par rapport à nos collaborateurs, parce qu'ils ont besoin de voir qu'on avance sur ces sujets. Donc, je pense que cette culture et ces valeurs répondent à ce besoin des collaborateurs de travailler pour une entreprise qui fait sens, qui contribue à la société, dans laquelle ils s'y retrouvent. On voit aujourd'hui des collaborateurs qui sont capables de nous rejoindre ou de nous quitter parce qu'ils ne se retrouvent pas ou se retrouvent au contraire dans nos valeurs et notre culture. Donc je trouve que c'est de plus en plus prégnant sur le monde du travail, cette notion de sens. Et on va avoir des personnes qui vont être prêtes à gagner moins d'argent, demander des salaires moins hauts, mais pour rejoindre une entreprise ou contribuer à un travail qui fait plus sens pour eux. Et alors, dans les éléments qui composent la culture d'entreprise du groupe, vous avez évoqué la notion de challenge, la notion d'entrepreneuriat. Est-ce que ça séduit encore les nouvelles générations, parce qu'on les imagine comme des profils très intéressés par la dimension collective, la dimension sociétale, etc. Comment est-ce qu'ils réagissent, les candidats et les collaborateurs que vous avez aujourd'hui, à ces enjeux d'entrepreneuriat, de résultats, d'excellence et de challenge ? Oui, alors je pense que ce qui va plus les faire réagir sur ces notions d'entrepreneuriat, c'est que dans le groupe, et c'est aussi pour ça que je les rejoins et je le vois très concrètement, par notre organisation qui est quand même assez lean, assez courte, les collaborateurs peuvent avoir un impact par leur travail sur le quotidien du groupe et sur leur périmètre de mission. Donc cette notion d'entrepreneuriat, c'est de dire en fait, vous êtes important pour le groupe, ce que vous faites est important pour le groupe, et ce que vous faites contribue très directement aux objectifs du groupe. Donc c'est plutôt par là qu'on va le travailler, et sur le fait que le groupe est très ouvert aux idées nouvelles. Donc ça s'incarne par le hackathon, où voilà, on va récolter sur un événement des idées nouvelles, mais c'est vrai également dans le quotidien. Donc on va pas demander à un collaborateur de créer tout seul sa cellule comme un entrepreneur, etc., mais de vraiment agir avec passion et conviction, et aller chercher des solutions qui potentiellement sortent des idées reçues ou sont innovantes pour développer le groupe. Et alors, il y a une autre thématique qui semble stimuler et motiver énormément de personnes aujourd'hui par rapport au monde du travail, on va dire, enfin, dans le monde du travail, c'est aussi l'équilibre vie pro, vie perso, qui peut aussi s'exprimer par la liberté d'action avec le télétravail. Alors, vous êtes dans un métier qui ne permet pas, en tout cas, ou très peu pour les personnes qui sont concernées par la dimension retail pure, de pouvoir le faire. Comment est-ce que vous répondez à ces attentes alors qu'effectivement, vous avez quand même ces enjeux d'horaire, d'être sur site, en boutique, et y compris les samedis, parfois les dimanches, quand ça concerne des moments particuliers dans l'année? Oui, c'est une très bonne question. C'est des réflexions qui sont en cours et qu'on travaille. Alors, c'est vrai que vous le dites, on a quand même des contraintes factuelles qui sont que les personnes en boutique sont contraintes par les horaires des boutiques qui sont ouverts en effet le dimanche, parfois sur des horaires un petit peu décalés. On va essayer d'apporter le maximum de flexibilité dans cela via des planifications adaptées. Moi, j'ai des expériences, j'aime bien aller en boutique régulièrement, prêter main forte, et on voit également que on a beaucoup de collaborateurs qui vont travailler pour nous et à côté qui vont avoir une passion et du coup qui vont pas forcément prendre des contrats à temps plein chez SMCP et qui vont prendre des contrats adaptés, voilà, vraiment par rapport à leurs heures et leur disponibilité. Et je trouve que c'est ça aussi qui est génial dans le domaine du retail, c'est que c'est un domaine qui est très inclusif.
Donc, on a beaucoup de profils différents avec des attentes différentes. Et en fait, l'enjeu, c'est plutôt d'écouter ces attentes et d'essayer de les adapter, même si on a des contraintes, en effet, inhérentes au domaine. Donc, un domaine qui est très inclusif et un secteur également qui est très évolutif, parce qu'on peut évoluer très rapidement dans le secteur du retail. Donc, on y répond aussi un petit peu comme ça. Merci pour ce retour. Alors, nous arrivons à la fin de notre épisode. Si vous deviez, pour conclure, partager une conviction ou un conseil à un DRH, un professionnel de la fonction RH, quel serait-il? Un conseil dans ce qu'on a pu partager aujourd'hui, moi je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus, d'essayer des choses, d'écouter les collaborateurs. Je pense que beaucoup de professionnels RH en sont convaincus qu'il y a beaucoup de solutions qui sont déjà présentes là dans l'entreprise et il suffit juste de tendre le micro. Vincent, je vous remercie pour cet échange qui, je n'en doute pas, contribuera à apporter aux éditeurs des pistes de réflexion pour les aider à élever le potentiel humain dans les entreprises. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode et merci à Cegid de soutenir la production de ce podcast. Si cet épisode vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note, un commentaire ou même à le partager. Et pour suivre les actualités liées aux thématiques RH, vous retrouverez tous les liens dans le descriptif de cet épisode. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Topo RH. À bientôt!